Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. C'est sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, écoute-le d'Afresh Morning. On est déjà avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour d'Afresh. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène en Ukraine encore? Non, on ne va pas en Ukraine. On repart au Burkina Faso parce que lundi, on en avait parlé ici, c'était le début des assises nationales qui devaient définir un peu les contours de la transition qui avait démarré avec l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et donc, ces travaux devaient être... il s'agissait de l'examen et de, si tu veux, de la validation de la proposition de charte qui avait été élaborée par une commission technique qui avait travaillé la semaine dernière. Et cette commission technique-là avait donc proposé aux assises nationales, donc à l'ensemble des forces vives de la nation burkinabé, ce document qu'ils devaient évidemment examiner, voire amender et ainsi voter. Et donc, il s'agissait donc de 43 articles. Ces 43 articles ont été... justement examiné toute la journée de lundi. Les travaux se sont terminés très tard, aux alentours de 1h55 du mardi, terminé justement avec la signature du président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et ce que l'on sait de cette charte de la transition, comme je le dis, elle est constituée de 43 articles. Et cette charte assigne notamment les principales missions de la transition qui sont entre autres la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'intégrité territoriale et la réponse à la crise humanitaire, puisque vous savez que plus d'1,5 million de Burkinabés sont déplacés à l'intérieur de Burkina suite à l'insécurité liée à la menace djihadiste. Et puis, pour ce qui concerne les organes de la transition, il faut savoir qu'il y en a 3. On a notamment le président de la transition, on a un conseil d'orientation et de suivi de la transition, on a également un gouvernement de transition constitué de 25 ministres, dont un premier ministre civil, et enfin on a une assemblée législative de transition constituée de 71 membres. Il faut savoir que la charte dit que le mandat du président de la transition va prendre fin avec l'investiture du président issu de l'élection présidentielle à laquelle, justement, il n'est pas éligible. Et enfin, les 71 membres de l'Assemblée législative de la transition sont issus des différentes sensibilités de la société civile, des hommes politiques, des organes de la société civile, des militaires et ainsi que d'autres composantes. Ces membres, évidemment, ne seront pas éligibles aux prochaines élections législatives. Et donc, voici défini un peu, en quelque sorte, les grands contours de ce que c'est que de cette transition-là. Et maintenant, on attend que le président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba nomme un premier ministre civil, parce que c'est clair dans la charte de la transition. Et ce premier ministre-là va mettre en place un gouvernement de 25 membres. Alors, ça veut donc dire qu'à partir de là, et puis l'autre élément aussi extrêmement important qui était attendu, c'était la durée de la transition. Les assises nationales ont donc décidé que cette transition-là devait durer 3 ans. Donc, c'est aller bien au-delà de ce que demandait la CEDEAO. La CEDEAO demandait une transition d'1 an et demi au maximum, donc à savoir 18 mois. Mais apparemment, les nouvelles autorités burkinabées, en l'occurrence, les composantes, les membres qui ont participé à cette grande réflexion nationale, ont donc décidé un peu, à l'instar de ce qui se fait au Mali, de décider que, évidemment, la priorité donc n'était pas d'organiser les élections en vue de transmettre un pouvoir à une entité, à des civils pour qu'eux cherchent des solutions aux problèmes que rencontre le pays. Eh bien, ils sont un peu dans la même ligne que les autorités maliennes parce que, évidemment, ils ont mis comme objectif que l'une des priorités, c'est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale, puis la réponse à la crise humanitaire. Donc, ça, ce sont les missions. Donc, il n'y a pas, en termes de priorité, bien sûr, je ne dis pas que la mission de la transition, il ne va pas y avoir d'élection. Si, mais en termes de priorité, un peu comme au Mali, l'organisation d'élections en vue de transmettre
de revenir à un ordre constitutionnel normal en vue de transmettre le pouvoir à une personnalité légitimement élue par le biais d'élections démocratiques, ne fait pas partie des priorités de ce gouvernement de transition. Alors maintenant, reste à savoir quelle va être la réponse de la CEDEAO, parce que je pense qu'il serait ridicule pour la CEDEAO de rester toujours dans cette même posture qui consiste à dire qu'il faut des élections avant tout, avant de pouvoir discuter ou avant de pouvoir renouer des relations normales avec ces pays-là. Je pense qu'il devrait plutôt se dire que lorsqu'un pays commet un coup d'État, ça veut donc dire qu'il y a des dysfonctionnements à l'intérieur. Et donc, il faudrait lui venir en aide en essayant d'abord de comprendre de quoi souffre ce pays-là. C'est comme lorsque vous allez chez un médecin. Il doit vous écouter d'abord pour savoir ce que vous ressentez, quels sont les symptômes que vous présentez. À partir de là, il va vous aider il va faire un diagnostic. Mais si tu veux, la voie de la guérison, là, au-delà du diagnostic, se fait en accord et en collaboration avec la pleine adhésion du patient. Donc, les autorités de la CEDEAO ne pourront pas continuer à imposer un point de vue aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso si les Maliens et les Burkinabés ne sont pas d'accord avec ce point de vue-là et ne sont pas d'accord avec les solutions qui leur sont proposées. C'est un peu ça le dilemme. Pire encore, en Guinée, on n'en parle même pas. La Guinée aussi est un peu dans cette position-là, puisque jusqu'à présent, on ne connaît toujours pas la durée de la transition en Guinée et quelles seront les conditions qui devront permettre de revenir à un ordre constitutionnel tout à fait normal et démocratique. Donc là, évidemment, ça pose encore un autre dilemme à la CEDEAO et je crois que la CEDEAO gagnerait énormément à essayer de ne pas forcément s'arrimer sur la position de certains pays étrangers, fussent-ils des partenaires historiques africains, mais plutôt essayer de prioriser d'abord, si tu veux, la volonté et les aspirations des populations maliennes et burkinabées pour essayer de les aider à, en fonction de ce qu'elles auront fixé comme étant des priorités par rapport aux difficultés qu'elles rencontrent, les aider à justement, en fonction de ces priorités-là, les accompagner dans la recherche de solutions, dans la résolution de ces problèmes prioritaires-là, en vue de revenir déjà à un niveau d'apaisement civil qui soit acceptable, parce que sans paix, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas organiser d'élections. Et donc, c'est véritablement là l'enjeu auquel la CEDEAO devra faire face. Est-ce qu'il faudra qu'elle continue à camper dans ces principes qui voudraient qu'un gouvernement renversé ne puisse pas faire l'objet d'un dialogue? Je ne pense pas que ce soit la solution. Et continuer à fermer les frontières avec le Burkina, oui, et le Mali, c'est vraiment pas, même si pour le Burkina, on n'a pas encore fermé les frontières, mais pour le Mali, ils ont donné comme réponse au fait que la transition avait décidé de ne pas suivre le calendrier que la CEDEAO leur avait imposé, qu'ils avaient décidé de durcir avec des sanctions économiques et autres. Or, en l'occurrence au Mali, on a appris cette semaine que la France avait donné le feu vert pour un retour de la compagnie Air France au Mali. Il faut savoir qu'avant le coup d'État, Air France, la compagnie nationale française, organisait 14 vols hebdomadaires à direction de Bamako, alors que toutes les autres compagnies nationales des pays de la CEDEAO s'étaient arrimées sur la France en suspendant aussi leurs vols sur Bamako. Voilà que la France, sans même toujours certainement en discuter avec les pays de la CEDEAO, a décidé unilatéralement de rétablir les vols de la compagnie nationale Air France vers Bamako. Donc vous voyez qu'on est dans une situation totalement incongrue et donc toujours est-il que la CEDEAO devrait aussi réfléchir par rapport à ce retournement de la France-là, réfléchir sur la question à savoir si véritablement mettre sous embargo le Mali est quelque chose qui est sensé aujourd'hui, étant donné que la France, qui est le principal instigateur de ce durcissement vis-à-vis du Mali, commence à assouplir ses positions avec le Mali, alors que la junte n'a toujours pas changé d'un iota. Et cet assouplissement passe par le retour, le rétablissement des vols hebdomadaires de Air France au Mali. Donc il faut vraiment, ce sont ces situations-là, et je crois que aussi bien les Burkinabés
que les Guinéens en sont conscients, que la CEDEAO ne pourra pas forcément rester dans cette posture-là, d'autant plus que les populations, que vous preniez les populations burkinabées, maliennes et guinéennes, continuent de soutenir allègrement les gens qui se sont installés au pouvoir. Donc voici un peu défini le contexte dans lequel la transition va s'appliquer au Burkina Faso. Reste à savoir quelle sera la position de la CEDEAO à la suite de la signature de cette charte. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin. On était du côté du Burkina Faso sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.